Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, au bureau comme à la maison. Bah oui, on a envie de trouver des lieux sympas pour travailler. On va en parler avec Camille Persona, elle est cofondatrice de Oasis House. Vous avez compris évidemment par le titre de quoi nous allons parler. Les entreprises s'engagent, comme chaque semaine, du travail pour tous. Et on va en parler avec Philippe Million. Il est dirigeant d'Everest Isolation et il recherche beaucoup de collaborateurs. On en parlera avec lui dans quelques instants. Et puis, le cercle RH, la prévention des violences en entreprise. C'est un peu un sujet qui passe sous les écrans radars. On va en parler. La France a d'ailleurs ratifié une convention internationale sur les violences en entreprise. On en parlera avec nos experts et essayer de trouver des solutions. Ce sera le cercle RH. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, les accidents mortels au travail. Ce sera un éclairage fait par Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État auprès du ministre du Travail. Il était en charge des retraites, fondateur aujourd'hui du cabinet Grenelle. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va découvrir aujourd'hui des lieux assez exceptionnels. Alors ce ne sont pas des maisons d'habitation, ça peut devenir vos lieux de vie professionnelle, vos bureaux dans lesquels vous vous sentiez bien et c'est tout le concept. Camille Persona, merci d'être là. Merci de m'accueillir. Et d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la cofondatrice de The Oasis House. Exactement. On comprend évidemment dans cet anglicisme que une maison comme un oasis. D'abord, un petit mot sur votre parcours, parce qu'il y a 1000 manières de rentrer et de créer son entreprise. Et vous, ce qui est intéressant, c'est que vous avez démarré par l'école hôtelière de Lausanne. Et c'est par cette porte-là que vous arrivez aujourd'hui à créer une entreprise qui permet d'offrir des lieux très agréables. Comment on passe de l'école hôtelière de Lausanne à la création de votre entreprise, là, aujourd'hui, qui a maintenant 1 an ? Oui, donc moi je viens de l'hôtellerie classique, j'ai pas mal travaillé en développement hôtelier, puis ensuite chez Airbnb. Et The Oasis House, c'est un concept qui est destiné à des équipes d'entreprise. L'objectif, c'est de permettre à ces équipes un lieu pour se rassembler dans des maisons chaleureuses. Depuis avec l'essor du télétravail, clairement. Flex Office. Et du Covid, j'ai envie de dire. Exactement. On a un réel besoin de se rassembler en équipe sur un format un peu différent de l'offre des séminaires actuelle. Plus flexible. Pourquoi plus flexible ? Parce que c'est des maisons, comme on peut l'imaginer, on voit les photos, saisonnières. Bon, ça ressemble à une maison. En tout cas, ça ne ressemble pas au bureau séminaire des hôtels au rez-de-chaussée avec le café un peu froid. Oui, c'est vraiment des maisons chaleureuses pour favoriser le bien-être. Et c'est des maisons qui ont été conçues pour avoir aussi une atmosphère conviviale et favoriser les interactions, faire en sorte que les équipes, les participants se sentent comme chez eux. On a aussi, c'est aussi une solution clé en main avec la privatisation de la maison, les repas. On a plusieurs formules sur... J'ai plein de questions à vous poser, Camille. Quand vous dites une maison, on va parler évidemment du business parce qu'il y a des maisons qui vous appartiennent, il y a des maisons qui sont en gestion. Ouais. Ça, c'est un autre sujet. Mais quand moi, imaginons que je la loue, cette maison, je m'y douche, j'y dors, j'y fais la cuisine. Comment ça se passe ? Oui, c'est vraiment une maison entièrement privatisée pour votre équipe, à la différence d'un hôtel classique où vous pouvez partager les lieux avec d'autres entreprises. Là, elle est privatisée pour vous. C'est des maisons qui ont été conçues pour cet usage, donc dans lesquelles vous allez retrouver des infrastructures de travail optimales, avec un Wi-Fi, avec la fibre. Ça paraît trivial, mais en fait, dans une maison à la campagne, ça n'est pas forcément. Et nous, toutes nos maisons ont la fibre. Elle est où, cette maison qui est magnifique, celle-là, là Cette maison... Parce que ça donne vraiment envie d'aller travailler chez vous, Oui, alors on se focalise aujourd'hui sur des maisons autour de Paris. D'accord. Celle-là, elle est où ? Celle-ci est en Provence, mais notre vraiment cœur, notre cœur de localisation aujourd'hui, c'est autour de Paris. Île-de-France. Exactement, dans un rayon facilement accessible en train et RER, entre 40 minutes et 1h15 de Paris. Et toutes nos maisons sont à 10 minutes de la gare. Là, on a choisi ces photos. Alors, c'est une sélection, évidemment. Il y a plein d'autres espaces et lieux. Mais là c'est l'espace de convivialité. Si je comprends bien, on se réunit aussi, on va déjeuner. Ouais. Et c'est pas le restaurant où on est entassé. On a la maison pour soi et on peut continuer à bosser et se poser. Enfin, c'est extraordinaire, ça aussi. Ouais. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Parce que
vous avez 1 an d'existence, mais vous avez évidemment conceptualisé. Elle en avait marre de quoi, l'entreprise? Puisque quand elle vient là, c'est qu'elle doit vous dire, moi, j'en peux plus des hôtels, j'en peux plus des... C'est ça l'enjeu. Vous qui venez de l'hôtellerie. En fait, là, les plus de 100 séminaires qu'on a fait depuis le démarrage, les retours sont extrêmement positifs. Oui. Positifs. On a des équipes qui nous disent, encore la semaine dernière, l'expérience était parfaite parce que sur mesure et très adaptée aux attentes qu'on avait. C'est aussi des maisons où, par exemple, on se sent dans un cadre intimiste, Oui. où les participants vont être à l'aise et donc ça permet un management horizontal. Et, On libère sa parole aussi. Exactement, c'est-à-dire que les personnalités de chacun vont ressortir pour permettre de casser les barrières hiérarchiques. Par exemple, donc vous avez des espaces vraiment pour bien travailler de manière efficace, mais vous avez aussi des moments forts de la vie de tous les jours, c'est-à-dire les repas, par exemple. Sur la partie repas, on propose plusieurs formules, des kits recettes avec des courses livrées à faire en équipe. Donc ça, c'est vraiment une formule qui plaît énormément. Ou alors on est speed et on fait de la livraison directe de qualité, j'imagine. Enfin, chacun. En fait, vous adaptez sur mesure en fonction du client et de ses besoins. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Et ça peut être aussi, d'ailleurs, quand je vois ce lieu, c'est un lieu de team building. C'est-à-dire qu'au-delà du travail qui est effectué, il peut y avoir aussi tout un travail de team building. J'imagine qu'il l'utilise aussi dans ce but-là. Exactement. C'est-à-dire qu'on a conçu les maisons aussi pour avoir des espaces de détente. Par exemple, toutes nos maisons ont un grand jardin, un cadre ouvert où on peut respirer, un tennis, une piscine, un terrain de pétanque. Mais aussi, on a fait tout un travail de sourcing de partenaires sur différentes thématiques. Donc, par exemple, le sport, le bien-être, le coaching, le co-développement, la nature, le team building. Donc, tout ça fait qu'on propose aux entreprises une solution clé en main, très axée sur le bien-être pour favoriser les échanges, pour permettre d'améliorer sa culture d'entreprise. C'est passionnant parce que effectivement, je pense qu'on va vers cela, on va vers du sur-mesure pour les entreprises qui en ont les moyens, évidemment. Ouais. Vos enjeux de chef d'entreprise, quand même un petit mot, il faut quand même soit acheter le bâti, et on voit évidemment aujourd'hui le prix des maisons et la beauté du lieu, probablement rénover un peu, le remettre en déco. Ça veut dire que derrière, il faut quand même, comme on dit dans le métier, avoir les reins solides financièrement. Oui, alors ça, sur ce point-là, on est accompagné par Pierre-Édouard Stérin et Otium Capital depuis le démarrage du projet. On a pour ambition d'avoir plusieurs dizaines de maisons. Là, on en a déjà acheté 4. On a démarré les séjours avec des maisons qu'on avait en gestion, mais dont on a la maîtrise totale du lieu. Ça, c'est vraiment l'une de nos forces. C'est-à-dire que sur chaque maillon de la chaîne de valeur, on a une équipe. Et d'ailleurs, The Oasis House, c'est aussi une équipe de 10 personnes. Il faut animer tout ça. Exactement. Donc, j'ai aussi mon associé Guillaume, qui est en charge de toute la partie sourcing immobilière, rénovation. Mais c'est 10 personnes qui sont là pour faire en sorte que l'expérience soit parfaite pour les équipes. Et c'est d'ailleurs un feedback qu'on a de la part des clients aujourd'hui qui nous disent c'était un cadre beaucoup plus intimiste, c'est exactement ce que je recherchais, une ambiance comme à la maison. Puisse parler plus à la cool aussi, parfois dans des lieux informels, parce qu'on ne parle pas qu'autour d'une table de bureau. Je pense qu'aujourd'hui le danger est là, c'est qu'on a envie de se parler aussi. Alors dans l'entreprise, c'est devant la machine à café, là c'est sur le canapé ou dans le jardin, quoi. Exactement. Ou dans la piscine. Oui, exactement. Bon, elle n'est pas ouverte, j'imagine, il fait trop froid. Là, ça démarre. Ça va démarrer. Exactement. Merci Camille Personnage. On a très envie de pousser la porte ou les portes de vos lieux. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 10 lieux? Oui, exactement. 10 lieux et 15 en prospective. Exactement. Donc ça fera 25 lieux, donc vous êtes en plein développement. Merci. On sera ravis de vous accueillir. Avec grand plaisir, toute l'équipe de Bismart, tiens, ça serait une idée de séminaire. Merci Camille. Merci Camille Personnage, cofondatrice, restez un instant avec moi. The Oasis House, vous le dites si bien, vous. On tourne une page et ce sont bien notre rubrique hebdomadaire des entreprises qui s'engagent et qui recrutent. Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire à la rencontre d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise audacieux qui embauchent, qui s'engagent, notamment en direction des jeunes. Et j'accueille Philippe Million. Bonjour Philippe. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous nous parlez d'Orange dans le Vaucluse. Vous êtes le dirigeant de Everest Isolation. J'ai envie de dire tout un programme. D'abord, un tout petit mot, parce qu'on va parler de votre engagement pour l'emploi des jeunes et les créations d'emplois que vous faites dans votre belle entreprise. Mais Everest Isolation, c'est quand même pas un mot par hasard, parce que Everest, c'est parce que vous vous étiez fixé le défi de gravir l'Everest. Oui, c'est exact. C'était en 99.
J'avais fait déjà plusieurs voyages au Népal avant, et puis en 99, c'était l'objectif de dire on va monter l'Everest, qu'on n'est pas arrivé. D'ailleurs, on est arrivé au camp de base, on n'est pas plus. Et c'est en revenant en 1999, notamment sur le sujet de l'isolation, on m'a proposé une activité qui était le soufflage des combles. En laine de verre, on a décidé de créer l'entreprise et l'appeler Everest simplement pour voir des clins d'œil chaque fois au Népal, qui est une terre qui est accueillante avec plein de personnes authentiques. Avec de belles énergies. Philippe, quelques mots sur votre engagement dans cette communauté, cette vaste communauté des entreprises qui s'engagent. On l'aura compris, vous faites de l'isolation. Il y a le soufflage, évidemment, de laine de verre dans les combles. Et puis, il y a l'isolation traditionnelle. J'ai envie de dire, c'est l'un des secteurs qui est le plus porteur en ce moment. On n'a jamais autant parlé d'isoler ces maisons, d'une politique pour réduire, évidemment, le coût énergétique. Vous en êtes où concrètement là, de vos embauches et de vos ambitions ? Alors, il faut savoir que le domaine de l'isolation, jusqu'à présent, a été un domaine hyper porteur parce qu'on avait l'isolation gratuite, 1 euro pendant 2 ans. Et puis, malheureusement, tout s'est arrêté. Le gouvernement a mis un arrêt brutal à notre activité. Ce qui a été quand même assez compliqué pour nous en 2022, puisque l'entreprise, nous avions plus de 60 salariés à cette époque. Et donc, il a fallu réduire considérablement. Aujourd'hui, on est sur une politique d'isolation thermique par l'extérieur. On a besoin effectivement de main-d'œuvre, bien sûr encore un peu des combles, mais faut-il encore que le marché soit plus dynamique que ce qu'il est. Ça ne nous empêche pas de faire des recrutements, et notamment dans la production, et d'aller chercher des personnes qui sont dans des difficultés. C'est-à-dire qu'on travaille avec les groupements d'entreprises d'insertion et de qualification qui sont les GEC. On appelle les GEC, il y en a partout en France, les GEC BTP, mais également avec les pôles emploi ou avec les missions locales pour essayer de recruter des jeunes dans des quartiers prioritaires de la ville. Un petit mot quand même sur cet engagement en direction des jeunes et cette volonté d'inclusion, d'insertion, parce que le marché de l'emploi est ce qu'il est aujourd'hui et votre secteur n'est pas épargné. Comment vous allez les chercher, ces jeunes, et j'imagine que vous les accompagnez dans un plan de formation. Ça ne tombe pas sous le sens que de savoir isoler une maison par l'extérieur. Déjà, effectivement, alors quand on prend le plus souvent des cas, on prend des personnes d'abord en intérim, soit par les GEC, par les groupements d'entreprises et d'insertion de qualification, soit effectivement par la méthode traditionnelle de l'intérim. Et là, on va avoir une observation à peu près de 2 à 3 mois, de façon à ce que la personne puisse la former. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'elle se sente bien dans l'entreprise. Parce que le but, c'est pas de recruter. Le but, il est que la personne, elle reste et qu'on ait le moins de turnover possible. Et pour avoir le moins de turnover possible, faut-il que l'entreprise elle soit bienveillante et reconnaissante. Et surtout, de bien intégrer la personne, c'est-à-dire de lui faire un parcours d'intégration en lui présentant l'entreprise, en lui présentant toute l'organisation de l'entreprise, de façon à ce qu'elle s'y retrouve. Philippe, avant de nous quitter, 2 sujets, le handicap, et puis, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient très à cœur, et puis cette rencontre, parce que ça passe aussi par une rencontre, l'intégration de votre entreprise d'un Afghan. Racontez-nous. Les deux sont assez particuliers. Le premier, l'handicap, c'est une rencontre que j'ai faite sur les chemins de Compostelle d'une personne qui était autiste Asperger. Donc, elle a pu intégrer l'entreprise au départ par une formation, et puis maintenant, les salariés, elle s'occupe effectivement de tout ce qui est les plans, les maîtres des plans, puisqu'elle était architecte dans son pays d'origine, qui est l'Argentine. Et puis la deuxième, c'est Ali Khan, qui est un jeune Afghan que nous avons recruté par le biais du GEC, que nous avons formé et qui aujourd'hui est employé en CDI chez Everest Isolation. Ça a été quelqu'un d'extraordinaire, et il est toujours quelqu'un d'extraordinaire, ceci dit en passant, parce que c'est un garçon qui avait vraiment la volonté de venir travailler. Et il venait en trottinette travailler d'Avignon, qui est quand même à près de 15 km de chez nous. Et donc, c'était vraiment une volonté de s'incorporer au sein de l'entreprise. C'est 2 belles rencontres extraordinaires. Et puis aujourd'hui, on travaille également on essaye de faire venir des femmes dans nos métiers de bâtiment.
C'est-à-dire que nous avons Valérie, qui est une ancienne boulangère, qui travaille sur l'isolation thermique par l'extérieur et en production. On aime tout ce qui est la différence. On aime ouvrir les portes de l'entreprise à toute personne qui est désireuse de venir travailler et d'avoir l'envie surtout. Ce qu'on recherche avant tout, c'est l'envie des personnes qui ont envie de travailler. Et il n'y a pas d'origine pour avoir envie. Merci Philippe, dirigeant d'Everest Isolation. Vous êtes, on le voit à travers ce que vous nous racontez et votre parcours personnel, que ce soit l'Everest ou la tentative ou Saint-Jacques-de-Compostelle, un homme ouvert au monde et à la différence. C'est ça qui est très intéressant dans votre discours. Everest Isolation. Allez donc, si vous êtes du côté du Vaucluse, allez donc jeter un œil peut-être sur le site de cette entreprise ou contacter directement Philippe Million. Merci Philippe. L'un des dirigeants, merci à vous, l'un des dirigeants qui compose cette grande communauté des entreprises qui s'engagent. On fait une courte pause et on va s'intéresser dans le cercle RH à un sujet qui finalement est à la fois tabou et qui passe un peu sous les écrans radars. La violence, les violences en entreprise, comment les quantifier, comment lutter contre les violences en entreprise, qu'elles soient physiques ou psychologiques. On va en parler avec des experts et on va faire le point évidemment avec elles au moment d'ailleurs où la France a ratifié une convention internationale justement sur ces violences en entreprise. On fait le point, c'est juste après la pause et c'est le cercle RH évidemment. Le cercle RH, notre débat quotidien pour parler de la violence, des violences en entreprise. On va parler de prévention, bien sûr, de dialogue. On va essayer de comprendre ce qui se passe en entreprise et pourquoi ce sujet des violences est un peu passé sous les écrans radars. On va parler des souffrances aussi endurées par ceux qui subissent ces violences. Ça peut provoquer des burn-out, des dépressions nerveuses. Et donc, c'est évidemment préjudiciable pour l'entreprise. On en parle avec 3 invités, 3 expertes de ce sujet. À mes côtés, Olivia Copin. Bonjour Olivia. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous venez régulièrement dans notre émission Le Cercle des Experts, fondatrice Just Business. Et vous avez créé une entreprise de formation. Ni victime, ni bourreau. Et j'allais dire, vous évangélisez dans les entreprises sur ces sujets, puisque votre concept, c'est on peut être un jour victime, et puis un jour, on peut être aussi un bourreau. Merci d'être là. Marina Bourguin, merci d'être avec nous, enseignante, chercheuse et professeure à l'ESC Clermont Business School. Et vous êtes une spécialiste de ce sujet. On va vous entendre dans quelques instants. Et vous venez régulièrement sur ce plateau, mais avec Sabrina Pérugien, vous êtes maître de conférence en GRH et management à l'université Savoie-Mont-Blanc et vous avez travaillé ensemble sur quoi on l'appelle comme une étude, un cas pratique. Un cas pratique, une étude de cas, un jeu de rôle sur les violences au travail. D'ailleurs, un mot, parce que vous étiez venu nous en parler il y a quelques mois, vous le déployez ce cas pratique, c'est-à-dire que j'imagine que vous faites le tour de France avec ce cas pratique, j'imagine, vous, quand on n'est pas de rester à Chamonix ou à Clermont-Ferrand. Le cas est disponible en fait. Il peut être acheté sur la centrale CCMP. Ouais. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Donc c'est un cas qui permet évidemment de le déployer sans que physiquement vous soyez là. Voilà, c'est clé en main. Revenons au début de ces violences. Olivia Copin, vous êtes avocate, de formation et c'est intéressant de le préciser. Comment est né ce concept, cette idée de... on constate qu'il y a des violences, mais le monde n'est pas blanc et n'est pas noir. C'est ça que vous nous dites en fait. C'est plus subtil que cela la violence, c'est pas jour, nuit. Alors, la première vague, cette première prise de conscience autour des violences au travail, qui est une des conséquences aussi de la vague MeToo, qui s'est répercutée aussi sur le monde de l'entreprise. Effectivement, on a beaucoup focusé sur les victimes parce que c'était important de libérer la parole. Moi, j'ai travaillé vraiment dans différents, que ce soit dans les cabinets d'avocats, dans des agences de conseil, dans les entreprises. Et le constat que j'ai pu en faire, du fait aussi de mon expérience en tant que coach, c'est que, évidemment, au cours d'une carrière, on peut être victime, effectivement, mais on peut être aussi auteur. Et qu'il fallait absolument projeter la lumière sur les auteurs, parce que tant qu'il y aura des auteurs, il y aura des victimes. Et finalement, l'idée, c'est d'arriver à avoir un temps d'avance sur la violence au travail, en sensibilisant dans les organisations les potentielles victimes, mais les potentiels auteurs. Parce que finalement, il y a 3 catégories d'auteurs. Vous avez les auteurs conscients, ils font un peu partie, c'est 4% de la population. Vous avez les vrais pervers narcissiques, les sadiques, les sociopathes. Qu'on range dans la catégorie harceleurs ? Alors, qui sont souvent harceleurs, voilà. Et puis le 96% du reste, en fait, c'est des gens comme vous et moi. Maladresse ? Alors, auteurs non conscients, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout conscience de l'impact négatif et de la souffrance qu'ils peuvent causer aux autres. Ou vous avez aussi, nous on en coach aussi, des auteurs
conscients, mais qui vont légitimer leur action, parce que quelque part, ils ont souffrance. C'est-à-dire que les auteurs sont aussi en souffrance. C'est vrai. Ils ont un sentiment d'injustice, ils ont un sentiment de ne pas être compris, ils peuvent percevoir l'autre comme un ennemi. Donc reportent sur l'autre leur frustration ou leur douleur. Voilà, et donc l'idée, c'est qu'au cours d'une carrière, effectivement, on peut être victime et auteur, mais aussi quand on est bourreau, on peut être aussi soi-même victime d'une hiérarchie, et c'est une espèce de cercle vicieux qui va se reporter tout au long de la chaîne. Et c'est ça qu'on a voulu cibler avec cet organisme de formation. Mais est-ce que vous avez déterminé, Sabrina et évidemment Marina, mais est-ce qu'on peut déterminer, là on voit des typologies de profils sociologiques de ceux qui peuvent être des harceleurs ou des gens qui génèrent de la violence. Quelles sont les causes des violences? On les connaît? Les causes, ça a été un peu évoqué ici, mais je voulais peut-être juste préciser un point, parce qu'effectivement, on est sur une diade ni victime ni bourreau pour vous, mais nous, on travaille sur les acteurs tiers. Donc les personnes qui sont spectatrices, en fait, de ce type de situation. C'est très complémentaire. Hein. Voilà, c'est plutôt... Pour nous, on est très... on assiste à la scène, et qu'est-ce que je fais quand je vois un truc qui me choque? Voilà, est-ce que j'interviens? Est-ce que j'apporte mon soutien? Est-ce que, au contraire, je fais silence? Ou au contraire, est-ce que je jouis de la souffrance d'autrui? On en avait parlé la dernière fois. Tout à fait. La Schadenfreude 2. Et en fait... ce sont ces personnes-là, en fait, c'est au moins ces trois publics qui doivent agir, en fait, pour mettre un terme, en tout cas prendre conscience de ce qui se passe, ne pas être insensible, en fait, à la souffrance de l'autre. Et l'intervention, ensuite, elle nécessite malgré tout un peu de courage. Marina, peut-être que tu pourras en dire aussi un mot là-dessus. Le courage à oser prendre la parole, parce qu'on se met soi-même en péril, donc c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui peut devenir un héros, entre guillemets, puisqu'on peut être le héros de sa propre situation de violence, mais aussi on peut espérer une main tendue. Excusez-moi d'utiliser le mot fort, mais quand vous me parlez de ce sujet déjà dans l'émission, je me transpose dans ce qu'on a vécu pendant la guerre, je me transpose dans des grands moments de notre vie où on avait des hommes et des femmes ont eu des choix à faire, de dénoncer, de ne pas dénoncer. Enfin, excusez-moi, ça ressemble à ça quand même. C'est-à-dire qu'on est touché dans sa conscience. Parce que quand on assiste, il y a 4% des salariés qui, on va voir le chiffre, qui ont un bon niveau de connaissance et identifient clairement une situation de harcèlement. 4% seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres, ils ne voient pas, ils n'ont pas compris. Pourtant, il y a des choses qui sont évidentes. Et pourtant, ils se taisent. C'est quoi? C'est la peur de perdre son emploi? C'est la peur de s'engager? C'est la peur d'être sanctionné? Qu'est-ce que ça dit de nous? Ouais. Moi, je voudrais rajouter un point sur... donc, il y a les acteurs et puis il y a le système. C'est-à-dire, finalement, il y a les règles dans l'entreprise, dites ou non dites, ce qui est acceptable, non acceptable. Les codes non dits de l'entreprise. Absolument. Il y a une culture organisationnelle qui est là, qui existe, dans laquelle les individus s'insèrent. Et je pense que c'est aussi un des points sur lesquels nous, on cherche donc à aller travailler. À chaque fois qu'on est dans un environnement qui rentre sous pression, c'est le cas dans nos études de cas, il y a potentiellement un dysfonctionnement autour des règles. Et quand il y a un dysfonctionnement autour des règles, les acteurs sont beaucoup livrés à eux-mêmes. Et c'est vrai pour le bourreau qui utilise le fait qu'il y a une pression. Ça lui laisse de la place. Voilà. C'est vrai pour la victime qui se dit est-ce que je suis moi-même finalement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive? C'est peut-être de ma faute. Il y en a beaucoup qui le disent. Voilà. C'est peut-être moi qui ai provoqué ça. Et le problème, c'est justement si les tiers ne réagissent pas, en fait, ils sont en train de crédibiliser ce qui est en train de se passer. Je sais que ça vous tient très à cœur et j'ai vraiment fait l'effort de lire. La France ratifie le traité sur la violence et le harcèlement au travail. Donc c'est une ratification qui remontait à 2021 puisqu'Elisabeth Borne l'avait annoncé. On est aujourd'hui en 2023. Ratification qui va obliger et qui oblige d'ailleurs l'État français à prendre des mesures concrètes dans les entreprises. Alors tout n'est pas encore réglé quand on lit la ratification parce qu'il faut que les entreprises aussi mettent en place des règles contraignantes pour contraindre et condamner. Mais pour rester un instant sur la sociologie, ce qui est quand même un pas quand même assez intéressant que fait la France, c'est le 5e pays européen à ratifier cette convention, la C190. Qu'est-ce qu'on vous dit, vous, quand vous réunissez dans cette salle? Parce que votre objectif, c'est de faire se rencontrer les bourreaux et les victimes. Est-ce qu'elles se parlent? Est-ce que la parole se libère sur ce sujet? Oui, alors effectivement, dans les différents outils qu'on a, on a l'outil conférence qui permet d'intervenir dans une organisation et de rassembler toutes les équipes. Donc on sait que dans une même pièce, on a à la fois les auteurs et les victimes. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, justement, dans l'idée de la violence au travail, vous compariez ça à une espèce de guerre. C'est sûr qu'en fait, il y a une chaîne de responsabilité qui fait qu'en fait, personne n'est coupable, mais on est tous responsables. Donc vous avez évidemment le rôle de la victime, le rôle de l'auteur et aussi les témoins. Et en fait, souvent, quand on dit aux victimes... On est trois dans cette affaire, en fait. Voilà. Pourquoi tu n'as pas parlé? Mais parce que, du coup, c'est vrai que l'indifférence permet cette culture de la violence. Pas parce que, du coup, on va minimiser
c'est, on va se demander si c'est soi. Et du côté des auteurs, moi j'ai beaucoup d'auteurs qui me disent mais je comprends pas, personne dans mon équipe me l'a dit. Personne de mon équipe n'est venu voir. Moi, jusqu'ici, je pensais que j'allais bien. Or, et ce que vous dites, c'est très intéressant sur le seuil à fixer dans l'organisation. Parce qu'on a tous un rapport assez intime avec la violence. Ça va dépendre de notre parcours de vie, de la manière dont on a été éduqué. Il y a des personnes qui se confrontaient à la violence depuis très jeune. En fait. Donc pour eux, c'est banal. Pour eux, c'est banal de dire à quelqu'un ferme-la ou C'est pire. voilà. Ou Et c'est donc, pire, ouais. On a des niveaux de sensibilité qui peuvent être accrus Oui. lorsqu'on Ouais, est confronté parce qu'on a plusieurs été fois. blessé et qu'on est Exactement. sensible à fleur de peau. Forcément des Et donc, du coup, banalisations. c'est un peu comme la pub. Bon, venez comme vous êtes. Oui, alors, l'organisation, elle doit fixer un seuil. Voilà. Et les fameuses règles fixées par cette convention, Exactement. d'ailleurs. Alors, Et donc, c'est un pas très fort parce que je pense que ça va donner un cadre juridique à cette vague qui est en train de se mettre en place et qui est très bonne pour la. Sabrina, Marina, juste un mot, Olivia, quand même. Est-ce qu'on est dans un rapport hiérarchique? C'est-à-dire que ceux dont vous me parlez, qui disent mais je ne comprends pas, personne m'en a parlé. Est-ce que ce sont des gens qui sont des managers et qui ont donc aussi une puissance hiérarchique qui leur permet d'agir de cette manière? Oui, alors c'est souvent des managers parce qu'il y a déjà le lien de dépendance économique et puis il y a l'ascendance, c'est-à-dire il peut y avoir aussi l'admiration. Nous, on fait beaucoup de formations aussi sur la notion d'emprise au travail. Oui. Et puis parfois, c'est pas forcément des managers directs, ça va être des personnes qui vont être très identifiées dans l'entreprise, avec une certaine aura. Mais il y a aussi quand même du harcèlement entre les. Il y a aussi cet harcèlement qui est quand même horizontal, c'est-à-dire des collègues qui sont pas intégrés. Moi, ce que je viens toujours expliquer, l'exemple que j'aime bien donner auprès des grandes écoles notamment, c'est le collègue où on s'amuse toujours, bah tiens, on va pas l'inviter à déjeuner. On l'isole. On va l'isoler. Et ben cette personne, elle est... Excusez-moi, ça ressemble à l'école. Moi, j'ai travaillé assez longuement sur le harcèlement à l'école. C'est exactement ces mécanismes-là qui conduisent un enfant à dire à ses parents, je vais me suicider quand même. Hein. Ah, mais pour moi, il y a C'est la vraiment même chose, un hein. lien. C'est aussi- Il y a vraiment un lien entre le harcèlement scolaire et le harcèlement dans les organisations, parce que déjà, j'ai remarqué que beaucoup de victimes de harcèlement moral ont été victimes de harcèlement scolaire. En fait, c'est des personnes qui arrivent sur le marché du travail avec une estime de soi déjà un peu abîmée. Abîmé, Y exactement. compris pour les auteurs. Et d'ailleurs, à l'école, on s'intéresse maintenant aussi aux auteurs d'harcèlement scolaire, parce que ce sont des enfants en souffrance. Et bien, au même titre que les adultes, Et il faut s'en reproduiront. occuper. Voilà. Et ils risquent de reproduire Parce que, aussi voilà, leur... on se débarrasse de quelqu'un, Mais- on le licencie, il refera la même chose dans une autre Marina, organisation. juste, vous avez des cas pratiques qu'on peut déployer, on peut d'ailleurs s'appuyer sur votre cas pratique, qui sont des travaux de chercheuses, très intéressant d'avoir ces travaux. Concrètement, est-ce que la France va assez loin, juste pour faire écho à notre convention, et est-ce que les entreprises ont bien les bons outils pour répondre à cela? Parce que vous me parliez de culture d'entreprise, de règles un peu disruptées, mais si on fixe des cadres, et qu'il y a de la prévention, qu'il y a du dialogue, et je dirais des DRH qui prennent ça en main, est-ce qu'on ne réduit pas le risque quand même? Alors, quand même, je voudrais juste rajouter un point sur la question de seuil et de notion de harcèlement. Je crois que un point très important de la Convention 190, justement, c'est d'apporter la notion d'attitude raisonnable. C'est Et ça. Je pense que s'il peut y avoir une discussion au sein d'un collectif sur qu'est-ce qu'une attitude raisonnable, là, on va toucher les différentes sensibilités. Donc, je pense qu'il faut vraiment repartir des sensibilités des Mais elle est individus. normée, l'attitude raisonnable. Pour certains, l'attitude raisonnable, c'est de hurler quand on entre dans un bureau. Il va dire, mais pour moi, c'est quoi une attitude raisonnable? Absolument. Et c'est là, je pense qu'en collectif, il faut qu'il y ait cette discussion. Cette discussion. Donc un dialogue. Il On faut met le qu'il y ait un dialogue. Au Québec, il y a des choses très intéressantes qui se font autour d'un modèle qui s'appelle PASA, qui rejoint la question de la prévention primaire, secondaire, tertiaire, mais aussi l'action. C'est-à-dire qu'il faut avoir eu en avance, savoir exactement à qui il faut vous adresser, sur quel canal. Tout ça, ça doit pouvoir être affiché dans l'entreprise. Sabrina, la Convention 190 évoque l'idée quand même de mettre en place des sanctions pour les employeurs ne disposant pas d'un plan de lutte contre la violence. Là, des choses deviennent concrètes. Aujourd'hui, à travers les travaux de recherche que vous avez faits, toutes les deux et vous seuls, est-ce que les entreprises ont ces plans de prévention contre la violence? Déjà, il y a une obligation au niveau du Code du travail à faire en sorte que justement certains comportements soient prohibés, qu'on s'assure aussi en tant qu'employeur que les salariés aient un environnement de travail sain et sûr. Donc ça, c'est une obligation légale qui est déjà en place. D'accord. Là maintenant, ce qu'on retrouve avec cette ratification-là, donc qui entrera en vigueur en France dans un an, C'est ça. donc le 12 avril 2024. C'est lent. Il faut structurer tout ça, il faut le lancer. Et justement, il y a une rapporteure, en fait, une sénatrice, Nicole Duranton, Oui. qui a travaillé aussi sur ce sujet et qui notamment indique aussi l'importance à intégrer les violences domestiques
sur, dans Donc c'est un écosystème global. Absolument. Il faut traiter toute la chaîne. Il faut éviter de sortir de c'est la vie privée et vie professionnelle, c'est beaucoup plus poreux que ça. C'est-à-dire qu'une femme qui peut subir des violences dans son couple et qui est donc en situation d'être soumise à cette situation peut elle-même subir des choses dans l'entreprise. Il peut y avoir un effet miroir. C'est-à-dire qu'une personne qui vivrait une situation de violence, pas forcément conjugale, la violence domestique, ça peut être un enfant qui frappe son père ou sa mère également. On va arriver en retard, donc là il y a des indicateurs aussi pour les managers, d'où l'importance de les former aussi pour qu'ils puissent repérer en fait les signaux faibles ou moins faibles. Donc une personne qui va changer de comportement, qui sera plus irascible, qui déjeunera moins aussi. Voilà, les signaux faibles, il faut même les repérer. Je voulais pas qu'on oublie un élément parce qu'on est trois dans cette situation de violence. Ça c'est important de leur dire. Il y a celui qui subit, il y a celui qui crée cette violence, et il y a celui qui observe. Il faut quand même garder en tête que. Et puis il y a un quatrième acteur dont on parle pas. Moi, il y a quand même les CSE, il y a les syndicats, il y a quand même tous ceux qui dans l'entreprise sont des relais. Ils sont absents. Concrètement, parce que moi je cherche la solution aussi dans ce débat. Je me dis comment on aboutit. Alors concrètement, du coup, en tout cas sur le terrain, ce que je peux constater, c'est que c'est un peu la dernière solution de recours. Donc en fait, c'est quand vraiment quelque chose de grave s'est passé. Non, là je vais voir le délégué. Où la personne est à deux doigts d'être en burn-out et donc elle va aller voir. Alors l'idée, c'est justement d'avoir des personnes de confiance en amont. Nous, on fait beaucoup. Comme le référent Covid, on pourrait avoir. Oui. Nous, dans les entreprises, on intervient beaucoup en ce qu'on appelle ça du home coaching, c'est-à-dire qu'on met en place des coachs pour les salariés. Justement, c'est des professionnels de l'écoute qui sont là une ou deux fois par mois ou en fonction des besoins, et on va être à l'écoute de tous les salariés, quels que soient les échelons, parce que quelque chose qui est vrai, c'est que la violence au travail, ça ne concerne pas que les managers. Vous avez des chefs de stagiaires qui déjà parlent aux stagiaires de manière absolument hallucinant. Donc en fait, les tyrans, on peut les identifier assez tôt dans le circuit. En fait, on n'est pas forcément en haut de l'échelle. On peut aussi très bien tyranniser son stagiaire. Sur la question du dialogue social, nous on avance donc l'importance d'avoir une approche concertée, et on a lancé dans la revue Cadre un article de 7 pages qui justement incite les représentants syndicaux à s'emparer de ce sujet. De cette question pour négocier des accords collectifs en entreprise, parce qu'il faut absolument, au moment où vous prenez une action réparatrice ou une action de protection d'une personne, il faut que les mécanismes aient été déjà mis en place. Il faut qu'ils aient été identifiés et il faut qu'ils soient donc présents. Il ne faut pas commencer à construire un réflexe ou à construire une forme de réparation à chaque fois sur un problème. En fait, il faut avoir... Il faut normer, il faut quelque chose de plus charté, qui permet d'avoir une procédure, qui permet aux DRH aussi, de vous à moi, pouvoir être encadrées, parce qu'elles ont souvent une difficulté. Elles se disent, mais attendez, il nous est essentiel dans l'organisation de l'entreprise, c'est quelqu'un qu'on a recruté qui nous coûte cher, et en même temps, je m'aperçois que c'est des cas de conscience pour l'entreprise. Je veux dire, au-delà de ce que subissent les victimes. Alors, souvent, après, c'est des personnes qui se font coacher, qui se font accompagner, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on explique aussi dans les conférences, c'est quand on comprend bien l'impact de la violence, à la fois sur la victime, mais sur les auteurs. En fait, il faut leur faire comprendre aussi que c'est des personnes qui n'arrivent pas à constituer une équipe. Il y a beaucoup de turnover, donc à un moment donné, ça va avoir un impact sur leurs objectifs, et ils mettent aussi péril les objectifs de l'organisation avec le risque réputationnel. Aujourd'hui, la violence au travail est devenu un risque réputationnel énorme, que ce soit pour les cabinets d'avocats ou pour les entreprises. C'est pas bon pour l'entreprise que d'avoir ce genre de profil. Donc il faut que ça rentre en fait il faut que ça devienne un sujet business, et c'est en train de le devenir. Vous avez raison. Et en bout de chaîne, regardez. L'équipe est partie à la moitié. Sabrina, un mot. Mais je voulais surtout réagir parce qu'effectivement maintenant, l'image de marque d'une entreprise, ça fait partie de son actif immatériel, stratégique, donc elle ne peut pas avoir des scandales à répétition qui soient médiatisés, ça c'est un fait. Ça sort peu, je m'autorise. C'est vrai qu'on a peu de scandales. On a eu des scandales de harcèlement, il y a eu MeToo, mais sur ces questions de violence, je trouve que c'est à bas bruit. Ça se vit plus en larmes dans sa voiture que dans les médias. Oui, mais disons que maintenant il y a des réseaux sociaux qui permettent aussi même à façon anonyme de cibler, de dénoncer en fait certaines pratiques. À côté de ça, la marque employeur aussi, parce que Marina aussi travaille beaucoup sur la marque employeur, ça a une incidence. Si on veut capter les talents, il vaut mieux avoir un comportement plus ou moins... Et tout le monde se connaît en fait dans les milieux. Oui, ça parle. Donc même si c'est pas forcément médiatisé, on se connaît plus. Oui, le manager toxique est repéré, quoi. On sait qu'il y a telle personne dans tel département, et bizarrement, les gens ne viennent pas. Il y a une rotation de personnel très forte aussi, parce que les gens ne sont pas... ils se sont pas soutenus. Donc pourquoi je vais m'engager corps et âme pour une entreprise qui ne me considère pas? Je ne l'ai pas précisé, mais un salarié sur 3 a été victime. Ça, ce sont les études Cali Social, des études sérieuses que vous connaissez. 4 salariés sur 10 ont été témoins
Un manager sur 3 a le sentiment d'en avoir déjà été auteur. C'est-à-dire qu'il y a quand même une prise de conscience. Donc lui, il se dit, oh là là, je suis peut-être allé loin. Et une entreprise sur 8 a instauré toutes les mesures obligatoires en attendant celles qui seront imposées ou ratifiées ou découlant de la convention 190 qui a été ratifiée. On est au début de quelque chose là quand même. Oui, ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est qu'il y a une personne sur 3 qui se dit victime et une personne sur 3 qui se dit auteur. Donc ça revient à votre concept. Et nous, quand on arrive dans les organisations, la première chose que je demande, c'est est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà été victimes ? Tout le monde lève la main. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà été auteurs ? Personne lève la main. Je leur dis mathématiquement, c'est pas possible. Donc il faut aussi arriver à désacraliser, se dire, en fait, il faudrait qu'on puisse dire en tant que manager, je me suis déjà trompé, ça s'est très mal passé. Examen de conscience. Examen de conscience et fine. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour du coup améliorer ça ? Et vous avez la culture du feedback qui est très importante. C'est des règles de savoir-vivre. Et puis, excusez-moi, le traitement de la vie de cet homme, c'est compliqué pour l'entreprise d'aller jusque dans sa vie privée, mais souvent on voit aussi que des comportements toxiques viennent aussi de la vie en période de divorce, difficultés affectives, des gens qui ont vécu des drames et ils sont managers. Et ils viennent avec ça dans l'entreprise. C'est ça. Et des fois, il faut aussi pouvoir permettre aussi aux personnes, en tant qu'employeur, il faut avoir un peu plus de souplesse dans les horaires de travail, peut-être parfois changer le numéro de téléphone de la personne pour pas qu'elle soit harcelée par le conjoint en divorce, parfois changer le bureau, parfois même l'aider aussi à déménager. Il y a je crois que c'est 1% logement dans le privé du coup, pour pouvoir faciliter justement tout ça. Et ça, ce sont aussi des actions que l'employeur peut faire. C'est pas être en immixtion en fait dans la vie privée du salarié, mais en protection et en on l'accompagne. Merci à vous, mesdames. Je serais resté encore une demi-heure avec vous parce que ce sujet, ça passe trop vite, évidemment. Mais on va continuer à suivre ce sujet, notamment les enjeux de ratification de cette convention et voir comment l'État français s'empare de ce sujet. On parle beaucoup de travail, la Première ministre en a parlé. Vraiment désolé et merci d'être venue sur le plateau, Marina Bourguin, enseignante, chercheuse et professeure à Clermont Business School. Merci à Sabrina Pérugien, vous êtes maître de conf en GRH et Management à l'Université Savoie-Mont-Blanc, vous avez beaucoup de chance. Et merci Olivia Copin, fondatrice de Just Business et ni victime ni bourreau, avec des conférences, avec un travail de pédagogie et des coachs, home coach. Home coach. Et coach aussi. Et coach. Oh là là, que de mots anglais. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Nous sommes très en retard. Fenêtre sur l'emploi. On accueille Laurent Pietraszewski. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. Chaque mois, vous nous faites une chronique. Je rappelle que vous êtes ancien ministre et vous étiez en charge des retraites. Et puis je précise pour ceux qui ont suivi notre débat que c'est vous qui portiez en 2021 cette convention 190 à l'OIT sur les violences justement au travail. Il reste encore un petit peu de chemin à faire, mais elle a été ratifiée par la France et elle sera mise en place dans un an parce que c'est vous qui connaissez parfaitement ce sujet. Le sujet du jour, c'est bien pire que les violences. Vous allez nous parler des accidents du travail, sujet que vous portez aussi dans votre cabinet Grenelle. Accidents du travail. Alors, c'était la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, qui est un vrai sujet intégré au CSE. C'est un sujet à la fois sensible et qui touche, d'une manière terrible, beaucoup de Français. C'est vrai, d'abord un mot sur cette journée du 28 avril, parce que sur le fond, c'est porté par l'Organisation internationale du travail, vous savez, cette agence de l'ONU qui est d'ailleurs un peu originale, parce qu'elle est tripartite. On a les 187 gouvernements, puis aussi les représentants des salariés et des travailleurs, je veux dire, et des employeurs. Alors, cette journée, sur le fond, c'est surtout un moment de sensibilisation, et on va venir vite sur votre sujet, de sensibilisation à quoi ? Aux risques professionnels, aux accidents du travail, et vous avez dit tout à l'heure qu'ils peuvent être, dans certains cas, des risques qui entraînent un décès. Et d'ailleurs, il y a eu, vous avez sans doute eu l'occasion de vous en faire l'écho ici sur Bismarck, mais il y a eu une polémique, je pense moi une mauvaise polémique d'ailleurs à l'Assemblée nationale sur ce sujet des accidents mortels. En réalité, quelle est la situation dans notre pays ? On a depuis une quinzaine d'années deux périodes. Une période 2005-2010 où en moyenne, et pardon pour dire cela comme ça, a déploré 550 morts au travail. Et puis une évolution, notamment dans la fin des années 2010, 2019 d'après la DARES, 703 décès, 550 en 2020, mais on sait que c'était le Covid, et puis 645 en 2021. Donc on voit qu'on a quand même une progression relativement sensible,
possible. Et du coup, c'est important de s'en saisir à bras le corps. Et d'ailleurs, je vous faisiez référence, et merci d'avoir fait tout à l'heure à mon action au gouvernement. Mais c'était une autre vie, c'était la vie d'avant. Mais j'ai sur aussi, les violences au travail, sur ce sujet-là, attrapé la prévention des accidents graves et mortels parce que c'était indispensable. Juste un mot, parce que vous éclairez quand même notre lanterne sur le fait que le chiffre était bas pendant la période Covid, et je me laisse dire quand même, c'est peut-être aussi parce que les gens prenaient moins leur véhicule et que les transports étaient bloqués. Est-ce qu'une des causes principales de la mortalité au travail, c'est l'accidentologie en voiture, l'accident de la route? Bien oui, vous avez raison, Arnaud Ardouin. C'est la principale source de risque, c'est le risque routier, et c'est souvent près d'un tiers des décès au travail. Voilà. Alors il y a deux façons de le regarder. Il y a l'accident de la route en allant au travail, mais aussi le déplacement en mission. Si on prend l'exemple du BTP, se déplacer dans le BTP pour aller d'un chantier à l'autre ou de l'atelier au chantier, ça fait partie du travail. C'est un élément du job, quoi. Hein. Et d'ailleurs, l'OPP-BTP, qui est l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics, avait lancé en 2022, et ça continue d'ailleurs, une campagne zéro risque routier, parce qu'ils sont très sensibles à cela. C'est vrai, ce risque routier est un élément prépondérant des décès dans notre pays au travail. Moins de 2 minutes, et ça c'est un éclairage fort, les enjeux pour l'employeur. À la fois, il doit faire de la prévention, mais qu'est-ce qu'il risque, cet employeur, lorsque on considère que ce salarié est mort au travail, ou en allant au travail, ou en se déplaçant sur son temps de travail? Qu'est-ce qu'il risque? Eh bien, il engage sa responsabilité. Et d'ailleurs, les choses sont très claires. Hein. On a un code du travail, c'est l'article L 41-21. Il commence par son alinéa 1 et il rappelle les obligations de l'employeur. Vous savez qu'il y a des obligations même de résultat de l'employeur en matière de sécurité et de santé physique et mentale vis-à-vis de ses salariés. Donc, c'est extrêmement fort, cette obligation qu'a l'employeur. Et donc, du coup, il a des leviers sur lesquels il faut qu'il s'appuie, qu'il doit tirer pour répondre à ses obligations. 2 petites minutes sur ces leviers. À la fois, il doit faire de la prévention des risques professionnels, il doit informer, former, et puis aussi, il doit organiser le travail. Et organiser le travail, on sait que parfois, une bonne partie des accidents du travail vient aussi d'un problème d'organisation. Merci Laurent Pietraszewski pour ce sujet qui est à la fois douloureux, passionnant, et on voit quand même une progression. On dit qu'il faut vraiment être très vigilant sur cette question de la mortalité sur son lieu de travail. On n'a pas parlé des accidents de harnais et de manque de sécurité, mais aussi lorsqu'on est en voiture en se dirigeant vers son boulot tout simplement. Merci à vous, merci Laurent Pietraszewski, cabinet Grenelle, ancien ministre en charge des retraites notamment. Merci à vous, merci de votre fidélité, nous sommes très en retard. Merci à Mani pour la réalisation, merci Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat, évidemment, l'équipe de programmation accompagnée d'Alexis. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Profitez bien de ces vacances, de ce pont un peu long. Et puis on se retrouve évidemment juste après. Bye bye.